Donc je vais appeler Elisabeth Vallet de Seaweb, François Pasteau du restaurant L'Épi du Pain, Éric Coisel de la Maison Prunier, et par ailleurs Éric est le délégué général Île-de-France de l'association Rotoc, une des associations de chefs pionnières en matière de protection de la ressource en poisson. Et puis Justine Delettre de Mr Goodfish. Et puis Didier, tu clôtureras les travaux de cette dernière plénière de la journée. Merci à tous. On est désolé d'avoir pris un peu cette demi-heure de retard, mais on est très heureux de vous accueillir, de vous donner la parole. Tu vas bien, Eric. Et ce que je vous propose, et c'est l'intérêt de cette dernière table de la journée, c'est qu'on est sur des sujets très concrets. Et je vous propose de donner la parole à Madame Vallet, qui nous a préparé, elle aussi, une petite présentation PowerPoint et qui va nous permettre d'introduire le sujet. Madame, vous avez la parole. Et pour avancer les diapos, c'est très pratique. Je vais peut-être me lever pour mieux voir le déroulé. Voilà, donc bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de parler de ce sujet dans le cadre de votre congrès, sujet qui nous tient très à cœur au sein de notre association. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que l'on entend par pêche durable et peut-être plus précisément par approvisionnement durable dans le cadre de votre secteur d'activité. Et puis essayer de vous montrer également pourquoi il est important de se mobiliser autour de ce sujet. Donc tout d'abord un rappel du contexte dans lequel nous nous situons. Il y a un constat reconnu par tous au niveau mondial. Les ressources de la mer sont fragilisées par les différentes modifications de l'environnement. On parle de pollution, on parle de changement climatique, mais elles sont également énormément sensibilisées, fragilisées par la pression de la pêche, par la surpêche, la pêche illégale. Au cours de ces dernières décennies, on a trop pêché, on a mal pêché, et maintenant on en voit les conséquences. Et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, estime qu'au niveau mondial, 90% des espèces sont exploitées au maximum, ou sont surexploitées. Et plus près de nous, dans la zone Atlantique Nord-Est, d'où viennent la plupart des espèces que l'on trouve sur nos marchés, en France et en Europe de l'Ouest, eh bien 40% des espèces sont surexploitées. Donc lorsqu'on parle consommation en produits de la mer, il y a tout un certain nombre d'acteurs professionnels qui sont concernés. Tout d'abord les producteurs, pêcheurs et aquaculteurs, et tous les acteurs de la transformation et de la distribution. Et en fait, si tous ces acteurs professionnels mettaient en place des pratiques dites durables, c'est-à-dire respectueuses de l'environnement et adaptées à la réalité de l'état de la ressource, et bien certainement qu'on arriverait à inverser les choses. On voit un certain nombre de choses qui bougent ces dernières années, mais beaucoup reste encore à faire. Et donc, plus précisément, je veux vous parler du secteur de la restauration. Les restaurateurs que vous êtes ont un rôle privilégié dans le domaine de la préservation des ressources, parce qu'en fait, en tant que restaurateur, vous êtes vraiment sur un maillon de la filière qui est très important, parce que vous pouvez influencer en amont les fournisseurs et encore plus en amont la demande en produits de la mer, de par vos questionnements, de par les interrogations que vous pouvez poser à vos fournisseurs, de par les critères d'achat que vous imposerez à vos fournisseurs. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, vous avez un contact privilégié avec les consommateurs, vous pouvez les sensibiliser par rapport à tous ces sujets, les informer du choix, des raisons du choix des espèces que vous proposez au menu, pourquoi vous essayez de valoriser telle espèce qui était un peu méconnue jusqu'à maintenant, pourquoi vous retirez une espèce qui est reconnue en danger. Et tout ça, ça contribue à faire passer le message. Et en tant que restaurateur, vous avez vraiment ce rôle d'ambassadeur par rapport à l'environnement et à la préservation des ressources. Donc, quand on parle d'approvisionnement durable, il y a quelques questions à se poser, des questions clés. Elles ne sont pas exhaustives, mais ce sont les principales questions. Tout d'abord, il est important de savoir de quelle espèce on parle. Vous n'êtes pas censé voir que souvent une espèce est vendue, commercialisée sous le nom d'une autre. Alors, il y a parfois des actes volontaires, c'est de l'ordre de la fraude. Et là, c'est le service des fraudes qui
qui est concerné, mais en dehors de ces mauvaises appellations volontaires, il y a toute une mésinformation, des noms qui disparaissent tout au long de la filière de distribution, parce qu'en fait cette filière est aussi reconnue pour un manque de traçabilité. La traçabilité existe, parce que s'il y a un problème sanitaire, on arrive facilement à remonter la chaîne, mais par contre, dans l'autre sens, pour informer le dernier acheteur d'un certain nombre d'informations, d'où vient cette espèce, comment elle a été pêchée, là c'est un peu plus compliqué. Les choses vont changer, il y a une réglementation en cours au niveau européen qui va arriver mi-décembre, mais il y a beaucoup à faire par rapport à toute cette traçabilité. Donc les questions à se poser pour être sûr de faire un achat durable: d'où vient mon poisson, où est-ce qu'il a été pêché, comment il a été pêché, est-ce qu'il a été pêché avec des techniques respectueuses de l'environnement, et est-ce qu'il respecte la taille de maturité. Il y a une taille légale de commercialisation sur beaucoup de produits, sur beaucoup d'espèces, mais en fait, cette taille de commercialisation est souvent inférieure à la taille de maturité sexuelle. C'est-à-dire que l'on pêche et que l'on commercialise en toute légalité des individus, des animaux qui n'ont pas eu le temps de se reproduire une seule fois. Donc quand on parle de durabilité, ça paraît un peu contradictoire. Donc voilà un peu les questions de base que l'on doit se poser si on veut faire un achat responsable. Ça peut paraître complexe, mais en fait ça peut être une démarche progressive. En fait, si vous souhaitez vous engager dans une démarche d'approvisionnement durable, vous pouvez essayer de répondre à un certain nombre de questions de manière progressive, en fonction de vos contraintes, en fonction de l'établissement. Et ici, vous avez pour mémoire un peu l'ordre des questions qui paraissent logiques à se poser dans le cadre d'un approvisionnement durable. Tout d'abord, ça paraît assez évident d'essayer d'éviter les espèces qui seront reconnues en danger par les scientifiques au niveau international, et quel que soit le stock. Donc celles-ci, on peut essayer de les retirer, et le consommateur peut comprendre pourquoi ces espèces sont retirées du menu. Ensuite, il est intéressant de promouvoir les espèces dont les stocks sont en bon état. Il y a un certain nombre d'espèces qui sont méconnues, qui ont été considérées moins nobles que d'autres, parfois pour des raisons obscures. Eh bien, les stocks sont en bon état. Il n'y a pas de raison de se priver de maquereaux ou de sardines de l'Atlantique. Ensuite, respecter la taille de maturité, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut vérifier avec les fournisseurs. Valoriser les techniques de pêche respectueuses de l'environnement quand vous êtes sûr que vous vous approvisionnez avec un poisson de ligne, par exemple. Et puis après, vous avez un rôle très important, comme on l'a évoqué tout à l'heure, d'information vis-à-vis du consommateur. Donc là, c'est un peu le b.a.-ba d'un début de démarche d'approvisionnement durable, pour simplement vous montrer que c'est pas forcément trop contraignant et trop difficile. Voilà. Et dans le cadre d'un approvisionnement durable, eh bien, on peut se réjouir de contribuer au renouvellement des ressources halieutiques, contribuer à la préservation des ressources pour les futures générations, mais c'est aussi un moyen de rassurer les consommateurs dans un contexte où les consommateurs sont pris d'assaut par tous les enjeux environnementaux. Ils ne savent plus exactement trop à qui se fier et comment faire leur propre choix. Donc avoir un restaurant qui lui assure de s'approvisionner dans des espèces qui ne sont pas en danger, ça peut paraître important pour les rassurer, et ça peut permettre aussi, on l'a vu, et là je crois qu'il y a des restaurateurs ici et des chefs qui vont pouvoir mieux en parler que moi, mais ça permet de fidéliser une clientèle qui sait ce qu'ils vont trouver dans l'assiette. Voilà, je vous remercie. Merci, bravo pour cette présentation très claire. Et donc on a un restaurateur, l'Épi du Pain, qui applique et contribue à relayer tout ça. Alors comment on fait pour mettre en place dans un restaurant les recommandations d'une association comme ci? Alors c'est très simple à faire. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais je voudrais dire, on a la chance d'avoir un magnifique garde-manger, l'océan. À nous de savoir le respecter, à nous de savoir le protéger. Le respecter, c'est peut-être avant tout respecter ces marins-pêcheurs dont on parle peu. On parle beaucoup des agriculteurs, des maraîchers, des producteurs, etc. Mais le marin-pêcheur, on l'oublie un petit peu.
Ça, c'est une première chose. Le respecter, c'est optimiser aussi. On parle beaucoup de gaspillage, mais c'est vrai qu'à l'Épi du Pain, avec toute mon équipe, on fait toujours très attention à ça, et notamment avec le poisson. On peut optimiser ce produit qui est une denrée rare, qui est une denrée chère également, et en gaspiller le moins possible. Le protéger, c'est tout simplement mettre en place, se poser les bonnes questions et ne mettre dans les assiettes de nos clients que des poissons qui sont durables, dont les stocks sont suffisamment abondants, afin que nos enfants, nos petits-enfants puissent les déguster à tout jamais. Si vous voulez, ce n'est pas oublier complètement une espèce de poisson, c'est tout simplement la laisser de côté, tranquille, afin de lui laisser le temps de se reproduire, de reconstituer des stocks suffisamment abondants pour que cette espèce ne disparaisse pas à tout jamais. Et là, on a vraiment un rôle pédagogique à jouer auprès de nos clients. Ça a été fait parce que ça a été très médiatisé, c'est le seul moment où la presse en a beaucoup parlé, c'est le thon rouge, le fameux thon rouge de Méditerranée. Alors effectivement, là, on en a parlé. Et heureusement, parce que, il ne faut pas crier victoire, mais la courbe s'est inversée. Les stocks de thon rouge de Méditerranée remontent tout doucement. Les scientifiques avec qui on travaille, SeaWeb Europe travaille pour avoir toutes ces données, nous ont montré que les stocks redevenaient convenables et on va pouvoir commencer à en reconsommer. Pas tout de suite, mais il ne faut pas s'emballer. Après, nous, en tant que restaurateurs, en tant que chefs de cuisine, c'est à nous de faire découvrir, voire redécouvrir des espèces qui ne sont pas menacées, des espèces qui sont délicieuses, mais dont on a oublié ou alors qu'on ne connaît pas. Et on a ce côté, ce rôle pédagogique qui est très simple, parce qu'on va pouvoir, en sublimant un poisson dans nos assiettes, donner l'envie à nos clients tout simplement d'aller l'acheter chez le poissonnier, et donc de créer une demande chez le poissonnier, et lui donner envie de cuisiner à nouveau ce poisson plutôt qu'un autre. Alors on va prendre un exemple très, très concret. Pourquoi ne pas laisser tranquille un peu le cabillaud français? Alors attention, le cabillaud, c'est un peu complexe. Il y a certaines régions du monde, c'est toute la complexité de la pêche durable. Dans certaines régions du monde, le cabillaud est abondant, dans d'autres pas. En l'occurrence, en France, ne dégustez plus de cabillaud. L'autre jour, il disait complètement le contraire sur Europe 1, donc je criais haut et fort. Le journaliste était un peu mal renseigné. Arrêtons le cabillaud français. Vous pouvez par contre en déguster ce que je fais d'ailleurs de temps en temps, du cabillaud islandais, de ligne, magnifique. Voilà. Mais après, à nous de faire découvrir d'autres espèces. Le lieu jaune, bon, c'est un peu plus connu, mais alors après, on peut partir un peu plus loin. Le chinchard, le taco, c'est des espèces que vous pouvez arriver à trouver. Personnellement, moi, je vais à Rungis 2 fois par semaine, mais j'ai aussi également un acheteur sur Rungis qui m'aide à trouver ces produits. Et me permet de m'amuser de cuisiner, de faire des mets délicieux avec. Là, avoir un raisonnement pêche durable, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Déjà parce que grâce à une ONG comme SeaWeb Europe qui met en place chaque année un guide qui s'appelle le guide des espèces, nous permet vraiment de suivre si on est dans le droit chemin. On n'est pas là pour juger les personnes, on est simplement là pour dire, écoute, plutôt que de travailler ce poisson-là, travaille une autre espèce, laisse-la tranquille quelques mois, quelques années, on ne peut pas vous dire. Ça peut aller très vite comme très lentement. Et puis également, il y a eu un poster qui a été édité, qui est très pratique à mettre dans nos cuisines. Et je peux vous dire que moi, j'en ai mis un dans la cuisine, il y en a un qui est en salle, il y en a un qui est dans le vestiaire du personnel. Donc là, il y a de l'information partout. Et d'ailleurs, en salle, il est juste à côté des toilettes, un lieu où les clients vont très souvent, forcément. Et je peux vous dire que ça crée des discussions entre eux et les serveurs, parce que là encore, tout le personnel de salle a un rôle très important à jouer pour donner l'envie aux clients de choisir ce poisson qui est moins connu. Et je peux vous dire que ma plus grande satisfaction, c'est de voir des clients repartir en se disant, tiens, je ne connaissais pas ce poisson, ou je vais avoir envie de le cuisiner pour mes amis, et là, on a gagné quelque chose. Alors effectivement, c'est une goutte d'eau dans l'océan, sans jeu de mots, mais si tout le monde se mettait à parler un peu plus de pêche durable, plutôt que de la carotte de chez machin, ou de la viande de l'agriculteur, ça serait quand même équilibrer un petit peu les choses. Parce que, encore une fois, j'insiste, la presse ne parle pas suffisamment de pêche. On a l'impression que, oui, l'océan est immense, donc il n'y a pas de problème, alors qu'il y a énormément de problèmes. Moi, je ne suis pas alarmiste, comme certains scientifiques, à dire
dans 50 ans, il n'y aura plus de poissons. Ce n'est pas vrai, parce que nous sommes suffisamment intelligents, l'être humain est suffisamment intelligent pour contrer rapidement cette situation et prendre, si on peut dire, à bras-le-corps ce problème, afin de, encore une fois, de pouvoir offrir ces beaux produits magnifiques pêchés par des marins-pêcheurs qui font un métier encore plus dur que nous, parce qu'on dit souvent la restauration c'est un métier dur, mais c'est quand même un métier qui s'est quand même pas mal amélioré. Un marin-pêcheur, je pense que c'est toujours aussi dur aujourd'hui. Merci infiniment, bravo. Alors, on a un de vos confrères, restaurateur aussi, Éric Coisel, Maison Prunier, restaurant de poissons bien connu. Oui. Et puis Éric, tu es aussi là au nom de Rotoc, qui est une association qui s'est très tôt engagée, notamment avec le président Charvet il y a quelques années, sur ces questions de poissons. Et tu es accompagné de Justine Delettre, donc de Mr Goodfish. Et moi, j'ai vu, notamment avec la table française, ce que vous faisiez, notamment en matière de saisonnalité. Vous venez de parler des saisonnalités des carottes. Il y a des carottes, il y en a de plus en plus souvent, mais on parle souvent des tomates qui sont bonnes l'été et qui ne sont pas bonnes l'hiver. Il y a une saisonnalité du poisson. Donc, c'est les deux questions que j'aimerais vous poser. C'est comment, avec Eurotoc, vous êtes positionné, et puis ensuite, sur cette question de saisonnalité. La question de la saisonnalité, on apprend au fur et à mesure qu'on travaille le poisson. Évidemment, quand on a... par exemple, les sols, la sole qui est en période de frais, il ne faut pas hésiter à le dire au client. En ce moment, on ne va plus en faire parce que la sole est très maigre, elle est beaucoup moins intéressante au niveau chair. Et ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on ne faisait pas pour le poisson. On le faisait pour le gibier, mais pour le poisson, on ne le faisait pas. Donc maintenant, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas la période, voilà, et on ne le fait pas dans cette période-là. C'est compliqué parce que aussi, c'est peut-être pas la période en ce moment dans un océan, puis dans un autre océan, c'est bon. Donc après, c'est toujours un peu compliqué. Ça peut varier de 15 jours, un mois, voilà. Mais c'est à l'écoute et ne pas hésiter à le dire tout de suite au client. Et alors, chez Eurotoc, il y a eu des mesures strictes, notamment, je sais que sur le thon, vous étiez engagé. Oui, le thon, moi j'ai arrêté, je connaissais pas les associations ni Eurotoc, j'avais arrêté moi-même le thon. Parce qu'en entendant tout le problème, voilà. Donc c'était le premier déclencheur à faire attention à la pêche. Et ce qui est bien aussi avec des associations comme ça, c'est de dire aussi aux restaurateurs, attention, faites attention, ouvrons les yeux surtout sur tous ces produits-là, la mer, parce que les 3/4 des chefs commandent leurs poissons sur un catalogue, ils téléphonent, le lendemain ils l'ont là, et ils veulent cette variété-là. C'est un peu facile et maintenant il faut aller un peu plus loin, savoir les variétés si elles sont vraiment bien, quelle région elles viennent, de quel océan. Voilà, donc il y a toute une démarche à faire très intéressante et c'est pas plus de travail, c'est pas plus de problèmes à faire ça, mais quand on en parle aux clients, les clients sont très, très à l'écoute quand même. Alors, les chefs ont un rôle de prescripteur très souvent en matière d'alimentation. Alors maintenant vous êtes à la télévision depuis 10 ans et qu'il n'y a plus une télé qui n'a pas son top chef, c'est vrai que ce rôle de prescripteur est encore renforcé. Chez Mr Goodfish, comment vous faites du coup pour informer le consommateur, lui passer cette information sur la saisonnalité ? Alors nous, chez Mr Goodfish, ce qu'on a décidé de faire en termes de communication, c'est déjà d'inclure toute la filière pêche, donc allant des pêcheurs jusqu'aux restaurateurs, en passant par les transformateurs, les marailleurs, voilà, tous les gens qui travaillent le poisson. Et le but, c'est vraiment d'informer le consommateur quant à la durabilité déjà des espèces qu'ils vont choisir, et surtout la saisonnalité. C'est un des critères qui tient beaucoup à cœur Mr Goodfish, c'est la saisonnalité, comme le disait Éric Coisel. La force du programme, justement, c'est d'établir une liste d'espèces par saison. Donc, en se basant, comme le disait Monsieur Coisel, en se basant sur les périodes de reproduction des espèces, et en ne recommandant pas les espèces qui sont en période de reproduction à ce moment-là. On se base aussi sur des critères de durabilité des stocks, donc on se base sur les avis scientifiques qui sont établis pour
pour les établissements des quotas de pêche. Et on se base aussi, donc, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, on se base aussi justement sur la taille de maturité sexuelle. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'il faut que le poisson soit reproduit au moins une fois pour continuer à perpétuer justement l'espèce. Donc la force de Mr Goodfish, c'est ça. Et comment on informe le consommateur? Eh ben, le message passe mieux au moment de la consommation, justement au moment de l'acte d'achat. Donc nous, quand on va sur des salons, on explique le programme au grand public en passant par de la dégustation. On passe par les chefs qui sont de très très bons ambassadeurs, surtout quand ils sont passionnés. Et on se rend compte aussi que quand on met le programme en place dans des restaurants, nous, ce qu'on fournit juste, en général, c'est de l'information forcément, et c'est aussi un moyen de communication. Le but, c'est aussi de valoriser ce que le restaurateur faisait souvent déjà dans son restaurant. Et quand on explique aux gens, non, il n'y a plus de poisson parce que c'est pas la saison, donc je peux pas vous proposer ça, et en mettant juste sur le menu, menu du jour, poisson du marché, voilà, c'est le poisson que j'ai trouvé aujourd'hui, donc c'est le poisson que je peux vous proposer. Les gens comprennent, en fait, il suffit juste de leur expliquer. Donc la force du programme, voilà, c'est ça. Et il faut savoir aussi, pour parler un peu avec des chiffres, que si une fois par an, chaque Français consommait au moins un poisson durable, ce serait 18 000 tonnes de stock de poissons qui seraient sauvegardés. Donc c'est important, voilà, d'avoir des chiffres pour se rendre compte de l'ampleur de la tâche qu'on peut accomplir. Donc on peut continuer de consommer du poisson dans vos restaurants. Et puis là, vous m'avez amené les recommandations donc, pour l'automne 2014. Donc dans les restaurants, j'imagine qu'on doit pouvoir retrouver ça et on sait ce qu'on a le droit de consommer. Oui, et sur notre site internet aussi, Sur bien votre sûr. site internet.